situation un peu exacerbée par la pauvreté que le pays connaît. Parce que l'état de siège, ce n'est pas l'état de siège qui va venir finir le processus DDR, non. Par l'état de siège, on y recourt lorsqu'on sent qu'il y a une partie du territoire qui est menacée. Et la menace est là. Il y a des ADF, des mouvements terroristes qui endeuillent nos familles et qui opèrent. Aujourd'hui, la volonté, c'est de mettre un terme à tous ces mouvements parce que nous avons deux types de groupes armés. On a des groupes armés locaux et des groupes armés étrangers. Je vous informe qu'il y a beaucoup d'éréditions du fait de cette volonté et cette détermination du président de la République. Les premiers pas des généraux, des officiers généraux qui ont été envoyés, que ce soit dans le Nord Kivu pour le lieutenant-général Ndima ou en Ituri pour le lieutenant-général Luboya, ils enregistrent des demandes d'érédition. Il faut voir comment cela capitule et comment on avance. Mais pour ce qui concerne les groupes armés étrangers, les ADF et les autres, notre président dirige l'Union africaine. Notre président est médiateur dans des crises. Et nous savons si tous, le pays de la sous-région ne joue pas les jeux, les Rwandais, les Ougandais ne jouent pas les jeux. Je ne voudrais pas aller dans des soupçons, mais les faits aujourd'hui, c'est qu'il y a une coopération entre nos États pour voir dans quelle mesure on règle les problèmes sécuritaires. C'est des problèmes sécuritaires communs. Aujourd'hui, les ADF, c'est des Ougandais. On ne peut pas les combattre sans que l'Ouganda ne soit informé, parce que l'objectif, c'est lesquels, s'ils s'y rendent, ils doivent être rapatriés chez eux. Et donc, la détermination du gouvernement ici, elle est sans appel et nette. En laissant les troupes rwandaises et rwandaises entrer chez nous? Les avez-vous vus? Moi, le principe ici, c'est de faire de la transparence. Les États, est-ce que vous savez, par exemple, que nos armées communiquent, échangent de renseignements? C'est connu, il y a des communiqués publics. Oui, d'accord. Peut-être que les gens ne font pas attention. Mais que ces troupes viennent chez nous, patrouillent chez nous, arrête les gens, tue les gens chez nous. Moi, je ne voudrais pas aller dans ce que vous dites, parce qu'il y a toujours beaucoup de choses qui sont dites à ces sujets. Moi, je vous parle des faits. Les faits, c'est qu'il y a une collaboration entre les armées de la sous-région pour mettre fin, parce que la question de la sécurité de la RDC est une question qui concerne tous les pays voisins. Brazzaville est concerné, l'Angola est concerné. Mais ils ne sont pas demandés pour venir chez nous comme le Rwandais. Non, la question, c'est pas qu'ils viennent chez nous. Non. La question, c'est que nos services soient en mesure d'échanger des renseignements, des informations. Parce que lorsqu'on on capture les FDLR, on les renvoie où? On les renvoie chez eux. Et donc ici, il faut regarder la sous-région, un peu comme le président de la République l'a dit tout à l'heure, dans une dynamique de construction de paix entre les différents pays voisins. On a nos écueils, on a nos problèmes, mais il y a des problèmes pour lesquels nous devons... Vous êtes sûr de la sincérité du Rwanda et du La question ici, ce n'est pas de la sincérité des uns des autres. La question ici, c'est la question de la sécurité des uns et des autres. Et je crois que chaque pays est préoccupé par sa sécurité. Et c'est dans cet objectif que nous devons travailler ensemble, parce que nous avons vu que la situation d'insécurité, au bout du compte, ne profite à personne. Quand est-ce qu'on va là-bas sur le terrain, nous journalistes, nous allons l'organiser parce qu'il est prévu. Et d'ailleurs, vous savez, depuis notre arrivée au gouvernement, l'un des principes phares qui nous guide, c'est la transparence. Nous voulons communiquer, nous voulons anticiper. Parce que justement, il y a toutes ces officines parfois qui opèrent, qui n'ont pour seul objectif que de saper les efforts que nous faisons. On ne va jamais leur interdire d'opérer, ils font leur travail. Nous, comme gouvernement, nous devons faire notre travail. Et le travail du gouvernement aujourd'hui à travers l'état de siège, c'est de restaurer la sécurité. Le travail pour nous, gouvernement, à travers cet état de siège, c'est de nous assurer que l'information en rapport avec ce qui se passe sur le terrain s'efface. L'information pour nous, le travail pour nous, les gouvernements, c'est de nous assurer que les craintes de nos partenaires, notamment internationaux, sont prises en compte, que les craintes des Congolais ou les craintes des ONG, c'est des craintes qui sont prises en compte et c'est des craintes qui sont prises en charge. Il y a quelques jours, j'ai partagé un plateau justement dans ce cadre de l'état de siège avec le colonel Makelele qui s'occupera de la cour militaire dans l'Ituri. Il n'y en avait pas avant, mais aujourd'hui il y en a, parce qu'il y a une volonté claire au niveau de notre armée de nous débarrasser de tous ceux qui sont concernés par l'indiscipline. Monsieur le ministre, nous sommes en direct et vous êtes quelqu'un de transparent, spontané. 3 questions, une qui vient de Paris, c'est M. Parfait qui dit: je voudrais se demander à monsieur le ministre pourquoi la RDC continue à garder Sonia Rollet alors qu'elle détruit l'image de la RDC. Marcel Ilunaki, lui, Afrique du Sud. Le ministre peut-il nous dire la signification de ces photos avec Paul Kagame? Vous avez fait des photos avec Kagame?
Continuez les questions. Troisième question, Laurent à Toronto, au Canada. On le salue. Félicitations au ministre. Je crois qu'il est à la hauteur, mais je lui pose la question pourquoi on n'a pas la TNT en province. Bon, sur la question de Sonia La Rollet. TNT, c'est télévision numérique terrestre. Sur la question de Sonia Rollet, je l'avais dit. Je l'avais dit de manière claire le jour où nous célébrions la liberté de la presse. Moi, je serai le premier défenseur de la liberté de la presse. Et aujourd'hui, le président Tshisekedi nous a dit de manière claire que l'une des missions du gouvernement Sama Lukonde, c'est de veiller justement à la question des droits humains, à la question des droits de l'homme. Ce n'est pas la RDC d'aujourd'hui qui va rééditer le passé d'il y a quelques années, de dire bon, on va expulser Sonia Rollet, elle fait son travail. Même si elle nuit à l'image du pays. Elle fait son travail. Il nous appartient à nous, au gouvernement, de montrer ce que nous faisons. Et il appartient à nous, au gouvernement, d'apporter la réponse. Parce que quand je regarde le travail de Sonia Rollet, au-delà du côté journalistique, je sens qu'il y a un souci pour elle de voir la justice pour certains compatriotes qui sont touchés. Peut-être qu'elle ne s'y prend pas de la meilleure manière, mais on ne peut pas étouffer sa voix, on ne peut pas lui empêcher, dans un pays démocratique comme la RDC, de faire son travail. Mais il faut qu'elle fasse son travail dans le respect des normes. C'est tout ce qu'il y a comme protection. Deuxième question, j'ai vu cette photo. Elle est vieille d'il y a 6 ans. Nous étions justement dans une réunion à New York qui parlait du dividende démographique. Il y avait 15 ou 16 chefs d'État. Et ces jours-là, le président Kagame était l'hôte de marque. À la fin de la réunion, parce que nous nous saluons, nous nous présentions, il m'a dit, vous êtes de la RDC, restez à côté de moi. Et on a pris quelques photos. C'est pas méchant. Et il n'y a rien de méchant. Il n'y a rien de méchant, mais je comprends qu'il y ait des... Et ça choque. Je comprends que ça choque au regard de ce que nous avons comme perception de l'homme. Et il y a des années, je m'étais excusé pour les personnes... Si j'ai à refaire. Je ne le referai pas. Troisième question. La TNT. Oui. Nous venons d'arriver au cabinet. Nous sommes pris par l'état de siège et nous regardons un peu la question de manière froide. 108 chaînes de télé sur la TNT. 108 chaînes. Et lorsque je demande des rapports, on me dit certains éditeurs sont des laptopeurs. Oui. Ça veut dire qu'ils n'ont pas l'infrastructure que vous avez. Alors moi, je suis un professionnel. Je suis allé à l'université étudier le journalisme. Lorsque je viens, je vois mon métier pour lequel je dois vivre, faire vivre mes biens, être pris aussi à la légère par certains comme professionnels. Je me pose des questions. Alors, je ne voudrais pas revenir sur le choix qui a été fait par le passé, mais est-ce qu'en tant que ministre, vous allez assainir vite? Est-ce que vous allez attendre les états généraux de la presse? Non, en tant que ministre, parce que vous n'êtes pas que ministre de la TNC, l'Agence nationale de presse, etc. Vous êtes notre ministre avec la presse privée, vous êtes presse en ligne, etc. Quelles sont les grandes réformes que vous allez compter faire à court terme pour mettre quand même de l'ordre dans ce métier? D'abord, j'ai dit tout à l'heure que j'étais surtout le ministre de l'écoute. Je viens à la tête de ces ministères avec des idées, évidemment avec les orientations que j'ai reçues des autorités gouvernementales. Mais l'idée, c'est de construire des solutions communes. Les États généraux, c'est une piste où j'ai trouvé toutes les organisations professionnelles se sont rassemblées en prélude, justement, de ces grandes assises qui vont remettre en place le fondamentaux des médias ici. Et c'est vrai qu'il faut remettre tout en place en termes de fondamentaux. Moi, je suis ministre de la communication et des médias, par exemple. Il n'existe pas une direction, il n'existe pas un service qui s'occupe, par exemple, des médias en ligne. Le domaine des médias, dès par le passé, il fallait une grosse caméra VHS, un banc de montage. Mais aujourd'hui, avec un téléphone, vous pouvez devenir journaliste. Les métiers sont tellement ouverts qu'il faut qu'on soit en mesure de les sécuriser. Mais le cahier des charges, c'est vous, monsieur le ministre. Mais justement, nous venons d'arriver, on a vu le cahier des charges qu'il y a, mais il n'y a pas des solutions que nous trouverons nous-mêmes. Parce que nous sommes à l'écoute et à votre disposition, vous êtes des professionnels. Donc c'est avec toutes les structures de la corporation que nous allons travailler pour voir dans quelle mesure on commence à trouver des solutions et à penser nos plaies. L'ambition que j'ai, c'est d'arriver à faire une nouvelle loi, et réviser la loi sur l'exercice de la presse, parce que nous avons une loi désuète qui date de 1996. Oui.
Nous devons changer la loi, nous devons faire un effort pour arriver à la dépénalisation du délit de presse, mais dépénalisation du délit de presse ne signifie pas donner les go à tous ces dérapages que nous constatons. Avant d'y arriver, il faut voir en amont avec les organisations professionnelles, les régulations d'autorégulation, l'IFASIC et toutes les institutions qui forment les journalistes, parce que le volet académique est important dans le cadre de mon action, pour voir dans quelle mesure ensemble on commence à trouver des solutions durables. Dans quelle mesure on rétablit la norme de sorte que malgré notre pauvreté, notre difficulté, on trouve des solutions. Et puis une question non moins importante, c'est la viabilité de nos médias. Et des modèles économiques. Lorsque, oui, les modèles économiques est dépassé, mais lorsque vous avez des médias qui sont pour la plupart confessionnels ou qui appartiennent à des hommes politiques, qui vivent et fonctionnent au gré de leurs humeurs, je suis désolé, parfois le professionnalisme en paye le prix. L'objectif aujourd'hui, c'est de dire que tous ceux qui ont investi dans les médias, c'est conforme à ce que veut la norme d'exercice de ce métier. Y compris les pasteurs. Mais tout le monde, personne ne doit. Et donc, il faut nous assurer que la loi est faite, que les textes réglementaires sont en place et que vous et nous, on s'engage à les faire respecter. Monsieur le ministre, il y a une question ici, ça vient des provinces plutôt, des journalistes des provinces qui disent, demandez à monsieur le ministre, chaque ministre qui est venu nous a jamais donné les moyens, nous, de la presse. On a parlé à l'époque de 1 million, 3 millions. Aujourd'hui, on parle qu'il y en a plus que ça à la presse. Est-ce que cet argent, finalement, sera dédié à la presse? Question numéro 1. Question numéro 2, à qui vous allez donner cet argent? J'ai envie de vous retourner la question. Parce que si l'État doit vous donner de l'argent, ça signifie que l'État doit vous connaître. Et si l'État vous connaît, ça veut dire que vous devez être régulier dans vos responsabilités vis-à-vis de l'État. Combien des médias sont en règle avec l'État? Votre prédécesseur a mobilisé 1 million de dollars. Je m'interroge. Le Sénat a d'ailleurs félicité de ça. Je m'interroge. Oui. Bon, 1 million a été payé. Est-ce que c'était... Bon, dans quelles conditions, à quel prix, on ne sait pas, mais... Justement, on va regarder tout ça et on les regardera ensemble parce que je compte travailler dans la transparence. Oui. Parce que moi, je suis de ceux qui, à l'origine, j'étais conseiller principal du Premier ministre Adolphe Muzito autour de 2008-2009, qui avait proposé, qui avait soutenu l'idée de l'aide à la presse. Il était prévu, je crois, à l'époque, 2 millions de dollars. Mais si l'argent n'a pas été débloqué ou il a été débloqué, je ne me souviens plus, mais c'est parce qu'il y a des difficultés en termes d'identification des médias vis-à-vis de l'État. Aujourd'hui, comptez sur moi pour que ce ne soit pas l'argent qui sera donné en cash. Parce que si l'argent est donné en cash, je serai le premier à être diabolisé. Ah, Mouya Yapé Sika Sambapo, sur l'Arabien et Yapé Sibisoté. Non, l'idée ici, c'est de voir comment on fait des facilités. On peut faire des facilités avec ces moyens. C'est des réflexions qui ne sont pas toutes faites. C'est des réflexions que nous étofferons pendant les états généraux parce qu'il faut qu'on arrive à bien identifier les médias et à bien identifier les journalistes parce que l'autre travail sur lequel nous allons nous mettre, c'est les statuts du journaliste. Parce qu'aujourd'hui, les métiers du journaliste, beaucoup s'improvisent journalistes. Il faut les sécuriser. Et il faut les sécuriser à travers une loi. Est-ce qu'il faut faire un ordre? Est-ce qu'il faut faire ceci ou cela? C'est des réflexions que nous allons faire avec la profession pour voir dans quelle mesure on trace les schémas qui correspondent à tout le monde. Terminer cette émission, monsieur le ministre, par une question, pas philosophique, mais qui touche le pays. L'image du Congo est exécrable à travers le monde. Vous êtes un grand professionnel, vous avez la signature aujourd'hui de soigner cette image. Vous allez commencer par quoi? D'abord, la première chose, c'est de commencer par le travail que nous faisons au sein du gouvernement. Communiquer de manière claire, transparente. Vous avez vu quand nous avions fait des conférences conjointes comme il n'y en avait pas par le passé avec l'armée. Nous allons continuer, c'est parce que cette situation particulière d'état de siège nous impose de travailler un peu en mode d'état de siège et donc ça nous prend un peu de temps, mais l'idée c'est de faire des sorties régulières avec tous les membres du gouvernement qui viennent dire au peuple congolais ce qu'ils font du pouvoir que le peuple leur a donné. Des deux, le principal outil que nous avons pour diffuser notre image dans le monde, c'est la radio-télévision nationale congolaise, qui est un point qui figure en bon plan dans le programme du gouvernement parce qu'il faut la moderniser. Il faut la moderniser, il faut moderniser l'ACP. C'est des outils qui peuvent nous permettre de vendre. Et le reste, c'est de regarder quels sont les besoins de Congolais aujourd'hui. Parce que j'ai dit à beaucoup des amis qui travaillent notamment dans la presse internationale ou dans les ONG, que sur la RDC, si vous voulez raconter des mauvaises histoires, vous pouvez commencer du 1er janvier au 31 décembre. Mais nous avons choisi de changer des narratifs. Parce que si les Congolais n'étaient pas résilients,
si nous n'avions pas de petits champions partout dans les provinces de la RDC, je suis sûr que ces pays ne survivraient plus. Aujourd'hui, le temps est venu de changer les narratifs avec eux, justement. Il faut donner de la voix à ces Congolais qui gagnent. Il faut donner de la voix à ces chailleurs, à ces jeunes de Kasumbalesa, de Goma, qui apportent un petit changement dans son coin. Et c'est l'invitation que je vous fais, vous les médias. Vous accordez trop d'espace aux débats politiciens. Et les politiciens, je suis désolé, entre guillemets, à qui vous donnez de l'espace, ne discutent jamais des débats de fond. On parle des individus, on parle des dates, on parle des événements, mais je vous défie volontiers d'inviter, de faire un plateau où les gens vont parler de la démographie, où les gens vont parler de notre défi en desserte en électricité, en desserte en eau, poser la question combien de gens payent des factures de la SNEL, est-ce que les politiciens font un effort pour Ici, on le fait avec Focus. Chaque dimanche. Ce n'est que de cette manière qu'on peut commencer à changer les narratifs. Moi, je serai le dernier à vouloir payer de campagne comme à l'international, tant que nous n'avons pas commencé en interne à présenter nos nouveaux modèles, à travailler avec vous, nos médias locaux, pour voir dans quelle mesure progressivement on construit un nouveau narratif en interne, parce que ceux qui nous jugeront, ce ne sera pas par notre capacité à diffuser tout ce que nous voulons sur CNN France 24, mais ce sera par notre capacité à montrer la grandeur de notre culture, la beauté de notre tourisme, de notre écosystème, à travers la RTNC et les autres médias qui émettent le Kinshasa. Est-ce que vous allez plaider pour nous pour que le Premier ministre reçoive la presse nationale et le président y compris? Mais je crois que c'est des hommes qui sont des férus des médias, qui adorent le contact avec les journalistes. Les moments venus, nous allons y travailler. Et ce qui est bien, et je tenais particulièrement à remercier toute la presse nationale, c'est de voir votre mobilisation spontanée autour de l'état de siège. Je suis très, très admiratif de cet engagement patriotique que vous faites au-delà, parce qu'il y a eu un débat. Est-ce que vous voulez museler les journalistes? Est-ce que vous voulez orienter leur travail? Mais les journalistes eux-mêmes ont la fibre patriotique, voient la grandeur de notre pauvreté et nos difficultés à régler les problèmes de sécurité à l'Est, que eux-mêmes, de manière spontanée, souscrivent à la campagne que nous faisons. Le gouvernement est très touché et les moments venus, nous en parlerons avec les autorités et pourquoi pas échanger avec les journalistes. C'est toujours des bons moments. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, et félicitations pour cette spontanéité avec laquelle vous avez répondu à cette invitation. Nous espérons que ça va continuer et que lorsqu'il y aura naturellement des événements importants, que vous ne privilégiez pas CNN, France 24, Jeune Afrique. D'ailleurs, je n'ai pas encore fait une interview à l'international. Bientôt. Bon, vous êtes non, on le sait. Le problème, c'est ça va arriver, mais il y a les plus importants, c'est d'améliorer d'abord le travail que nous faisons. Et ici, je dois dire toute ma reconnaissance au président et au Premier ministre qui sont d'un grand appui dans les travaux que nous faisons parce qu'ils donnent des idées, de la vision et on va voir comment on va aller en consolidant. J'ai vu depuis hier qu'il y a eu beaucoup de réactions, des gens qui ont beaucoup, il faut parler, il faut parler. Mais il faut savoir que la méthode que nous avons dorénavant, c'est d'anticiper, de dire ce que nous faisons. Les temps d'antenne sont trop précieux et très coûteux pour venir répondre à ce que les personnes de mauvaise foi peuvent rapporter sur nous. Le plus important pour nous, c'est de nous assurer que vous avez, vous les journalistes, la bonne information et à temps. Les gens finiront par comprendre quelle est la vision, quelle est la stratégie que nous avons et je suis sûr qu'au bout du compte, nous obtiendrons encore plus de soutien du peuple congolais. Merci, Monsieur le Ministre. Je vous laisse aller. Vous êtes un homme très occupé. C'est moi qui vous remercie. Et en remerciant nos amis de l'attention et surtout gardez donc vos positions d'écoute. Nous espérons très prochainement inviter ici notre ministre. Ici, pourquoi pas le Premier ministre? Ah, Monsieur le Premier ministre, vous êtes le bienvenu sur ce plateau. En attendant le retour du chef de l'État au pays, parce que le Congo doit avancer. À très bientôt.